Niveau 5. Le maître des ponts entre les temples. Chapitre 1. Je reconnais que chaque être est un temple sacré. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux et je laisse le rythme de ma respiration me ramener chez moi, dans ce sanctuaire intérieur que j'ai bâti, illuminé et pacifié. Je ressens la solidité du sol sous mes pieds, la sérénité de l'atmosphère, la clarté de mon esprit. Je suis le grand prêtre de ce lieu, le maître cartographe de ses profondeurs. Je suis en paix, enraciné dans ma propre force. Aujourd'hui, je ne descends pas dans le labyrinthe, ni ne monte dans les tours de guet. D'un pas calme et assuré, je traverse la grande nef, je pousse les portes massives et je sors sur le parvis. Je suis dehors, sous le ciel immense. L'air est vif et pur. Je contemple le paysage qui s'étend devant moi. Ce n'est pas une terre vide. Je lève les yeux vers les collines à l'horizon, vers les vallées qui s'étendent à perte de vue. Et je les vois. Au début, ce n'est qu'un éclat de lumière sur un dôme lointain, puis la silhouette d'un campanile qui se découpe dans la brume matinale, puis une autre structure, et encore une autre. Le monde est peuplé d'autres temples, chacun avec son architecture unique, sa propre histoire gravée dans la pierre, sa propre lumière intérieure. Certains sont majestueux et brillent de mille feux, d'autres sont plus discrets, presque cachés dans la forêt, certains semblent anciens et éprouvés par les tempêtes, d'autres sont encore en pleine construction. Je reconnais que chaque être est un temple sacré. Cette vérité s'éveille en moi, non comme une idée, mais comme une perception directe. Une évidence qui transforme le monde sous mes yeux. Même si par le passé, j'ai pu voir les autres comme des forteresses à assiéger, des concurrents sur un champ de bataille, ou une masse anonyme et sans visage, aujourd'hui, ma vision est purifiée. Chaque personne que je rencontre est un sanctuaire. Derrière chaque visage, il y a un grand prêtre qui veille sur une flamme intérieure. Derrière chaque parole, il y a des cloches qui sonnent avec leur propre harmonie. Derrière chaque comportement, il y a un labyrinthe de connaissances et des murs couverts de cicatrices dorées. Je ne peux pas juger l'architecture d'un autre temple depuis mon parvis. Je ne peux que saluer sa présence, reconnaître sa nature sacrée et honorer le mystère de son monde intérieur. Ce regard nouveau s'ancre en moi comme la plus fondamentale des vérités. Le monde n'est plus un lieu de menace ou de compétition. C'est un archipel de sites sacrés. En reprenant conscience de mon environnement, je sais que je ne verrai plus jamais les autres de la même façon. Chaque interaction devient une rencontre de temple à temple. Chaque conversation est une occasion de se tenir respectueusement sur le parvis de l'autre. Je suis le gardien de mon sanctuaire, et je reconnais cette même dignité, ce même caractère sacré en chaque être que je croise. Chapitre 2. Mon charisme est le rayonnement paisible de mon propre temple. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cette nouvelle vision du monde, cette perception des temples sacrés qui m'entourent. Je suis sur le parvis de mon propre sanctuaire, pleinement présent. Et je me tourne non plus vers l'extérieur, mais vers moi-même. Je ne cherche pas à agir ou à parler, je suis simplement là. Et je prends conscience de l'aura qui émane de ma structure. Ce n'est pas une lumière aveuglante ou agressive, c'est une lueur douce, une chaleur tranquille, une vibration de paix qui se propage naturellement dans l'air autour de moi. C'est la conséquence silencieuse de la solidité de mes fondations, de la clarté de mon labyrinthe intérieur et de la sérénité de mon jardin zen. Cette aura est la présence même de mon temple. Mon charisme est le rayonnement paisible de mon propre temple. Je comprends maintenant sa véritable nature. Ce n'est pas une technique à apprendre, ni un masque à porter. Ce n'est pas une performance pour impressionner les gardiens des autres temples. Même si par le passé, j'ai pu croire que je devais être plus bruyant, plus extraverti ou différent de ce que je suis pour avoir de l'impact, je lâche aujourd'hui cette croyance épuisante. Ma véritable force d'attraction ne vient pas de ce que je fais, mais de qui je suis. Elle vient de la paix que j'ai cultivée, de la clarté que j'ai acquise. Je n'ai rien à prouver, je n'ai personne à convaincre. Je me contente d'être le gardien de mon propre sanctuaire, et c'est cette authenticité, cette intégrité qui constitue mon véritable charisme. C'est une force qui n'a pas besoin de crier pour être entendue. Je ressens cette nouvelle confiance s'installer en moi. C'est une assurance calme qui ne dépend pas de l'approbation extérieure. En allant à la rencontre des autres, je n'emporte avec moi aucune stratégie, aucune façade. J'emporte simplement mon temple, ma présence et mon message, et son rayonnement paisible est la plus belle des invitations. Chapitre 3. J'apprends à lire l'architecture unique de chaque temple que je rencontre. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place sur le parvis, baigné dans le rayonnement paisible de mon propre temple. Mon regard se porte sur le monde, cet archipel de sanctuaires sacrés.
Je ne me contente plus de constater leur existence. Mon œil, aiguisé par la cartographie de mon propre labyrinthe, commence à percevoir les détails. Je vois un temple au loin, bâti en granit sombre, ses lignes sont droites, sa tour est une forteresse. C'est un temple de la discipline et de la résilience. Plus près, un autre tout en courbe gracieuse, avec des jardins luxuriants dont le parfum arrive jusqu'à moi. C'est un temple de la créativité et de la compassion. Mon regard n'est pas celui d'un touriste, mais celui d'un confrère architecte. J'apprends à lire l'architecture unique de chaque temple que je rencontre. Je comprends que le style de construction d'un temple révèle son histoire, ses valeurs, ses forces et ses blessures réparées d'or. Même si par le passé, j'ai pu projeter mes propres plans sur les autres, m'attendant à ce que leur sanctuaire ressemble au mien, je vois aujourd'hui la beauté de leur diversité, la façon dont une personne parle et le son de ses cloches, sa posture et la ligne de ses murs. Ses passions sont les vitraux colorés qui illuminent sa nef. Ses valeurs sont les inscriptions gravées sur son fronton. Ce n'est pas un acte de jugement, c'est un acte de lecture respectueuse, une tentative de comprendre la logique sacrée qui a présidé à cette construction unique. Je ressens cette nouvelle compétence s'éveiller en moi, non comme une technique d'analyse, mais comme une forme d'empathie profonde. C'est l'œil du bâtisseur de pont qui étudie la rive d'en face, non pour la conquérir, mais pour comprendre où ancrer les fondations de la future connexion. Désormais, chaque conversation est une étude d'architecture sacrée. J'écoute moins les mots que la musique de la structure qu'ils révèlent, et dans cette écoute, je trouve le respect et la compréhension véritable. Chapitre 4. La confiance est la pierre angulaire de tous mes ponts. Je prends un instant, ici et maintenant. Je ferme les yeux et je laisse ma respiration me ramener sur le parvis de mon temple. Je ressens la solidité de la pierre sous mes pieds, la chaleur douce de mon propre rayonnement. Le monde s'étend devant moi, un paysage parsemé d'autres sanctuaires, chacun unique, chacun sacré. J'ai appris à les voir, à lire leur architecture, à honorer leur existence. Mais la simple observation, aussi respectueuse soit-elle, ne suffit plus. Un gouffre de silence et de distance nous sépare. Une nouvelle intention naît en moi, non pas de rester un observateur, mais de devenir un connecteur. Je porte mon regard sur un temple voisin et je visualise l'espace qui nous sépare. Ce n'est pas un vide, c'est un ravin profond, creusé par les malentendus, la méfiance et la peur de l'inconnu. Comment franchir cet abîme ? Je ne peux pas y jeter une corde fragile, ni crier mes intentions par-dessus le vide. Un passage durable doit être construit. Et toute construction commence par une seule et unique pierre, la plus importante de toutes. Je la vois dans mon esprit. Elle est massive, taillée dans le granit le plus pur de ma propre montagne intérieure. Elle est lourde du poids de l'intégrité et chaude de l'authenticité. C'est la pierre angulaire. La confiance est la pierre angulaire de tous mes ponts. Je comprends avec une clarté absolue que sans cette première fondation, toute tentative de connexion est vaine. Même si par le passé, j'ai pu construire des ponts fragiles sur le sable de l'attente ou de la méfiance, des structures qui s'effondraient à la première tempête, aujourd'hui je change de méthode. Je ne commence pas par demander la confiance, je commence par l'offrir. Placer cette première pierre est un acte de courage. C'est exposer une partie de mon propre temple, c'est un geste qui dit « je suis solide ». Ma parole est fiable, mon intention est pure. Voici la preuve, je la dépose ici au milieu du vide pour que tu puisses la voir. Cette pierre n'est pas faite de mots, elle est faite d'actes. Chaque promesse tenue, chaque vérité dite, chaque geste cohérent vient la renforcer et l'ancrer plus profondément dans le sol. Je ressens le poids de cette pierre dans mes mains. C'est une responsabilité et une puissance. Je la dépose avec soin, non pas sur l'autre rive, mais juste devant moi, comme la première base d'une arche future. En reprenant conscience de mon environnement, je sais que c'est ainsi que je commencerai chaque nouvelle relation, chaque nouvelle collaboration. Je ne ferai pas un pas de plus tant que cette pierre angulaire de la confiance ne sera pas solidement posée, visible et acceptée. C'est le seul fondement sur lequel une connexion véritable et durable peut être bâtie. Chapitre 5. Ma vision est le plan directeur qui guide la construction. Je prends une profonde inspiration et je me retrouve sur le chantier naissant de ma connexion. Je suis sur ma rive et la première pierre angulaire de la confiance est là, massive et solide, une promesse tangible au bord du vide. En face, sur l'autre rive, je vois l'autre temple. Le gouffre entre nous est toujours là, large et profond. Poser la première pierre était un acte de foi, mais maintenant, une question se pose. Où allons-nous ? Je ne peux pas commencer à jeter des pierres au hasard en espérant atteindre l'autre côté. Je ne suis pas un simple maçon, je suis le maître des ponts. Et un maître bâtisseur ne travaille jamais sans un plan. Je déroule un grand parchemin,
non pas la carte de mon propre labyrinthe, mais le plan architectural du pont à venir. Ma vision est le plan directeur qui guide la construction. Ce parchemin ne montre pas seulement des piliers et des arches, il montre la destination. Il dessine le paysage florissant qui nous attend une fois la connexion établie, un lieu où nos deux sanctuaires peuvent échanger leur lumière et leur savoir. Même si par le passé, j'ai pu tenter de construire des ponts sans but, juste pour le plaisir de connecter, ou pire, en cachant mes véritables intentions, je comprends aujourd'hui que la vision est le premier acte de respect. Ce n'est pas mon plan secret, c'est une invitation ouverte. Je ne l'impose pas, je le déroule sur la pierre angulaire de la confiance pour que le gardien de l'autre temple puisse le voir, le comprendre et y trouver un intérêt commun. Ce plan donne un sens à chaque effort, une direction à chaque pierre. Il transforme un travail laborieux en une quête partagée. Je ressens cette clarté de direction comme une force motrice. La construction n'est plus une incertitude, c'est l'exécution d'une vision magnifique. En revenant à mes interactions, je sais que mon premier rôle en tant que leader, en tant que connecteur, n'est pas de convaincre, mais de peindre une vision si claire et si désirable que les autres auront envie de prendre leurs propres outils pour m'aider à construire le pont. Chapitre 6. L'empathie est l'art de comprendre le terrain de l'autre rive. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de maître des ponts. La pierre angulaire de la confiance est posée. Le plan directeur de ma vision est déroulé, clair et invitant. Je suis prêt à commencer la construction. Mais je réalise que je ne peux pas construire ce pont seul, ni seulement depuis ma rive. Un pont doit être ancré des deux côtés. Je regarde l'autre rive. Le terrain sur lequel repose l'autre temple est-il rocheux, sablonneux, marécageux? Je ne peux pas le deviner. Je ne peux pas supposer que son sol est identique au mien. Tenter de construire sans cette connaissance serait de l'arrogance et l'arche s'effondrerait à coup sûr. L'empathie est l'art de comprendre le terrain de l'autre rive. Ce n'est pas un sentiment vague de sympathie, c'est le travail rigoureux de l'ingénieur qui étudie la géologie de l'autre côté. Même si par le passé, j'ai pu me concentrer uniquement sur mon propre message, sur la solidité de mes propres arguments, je comprends maintenant que c'est inutile si le sol d'en face ne peut pas les recevoir. Je dois faire un voyage. Je ne peux pas encore traverser le pont. Alors je fais le voyage en esprit. Je me projette sur l'autre rive. Je tente de ressentir la texture du sol sous mes pieds. Je regarde mon propre temple depuis cette nouvelle perspective. Je tente de comprendre les peurs, les espoirs, les contraintes qui façonnent ce paysage. Je ne cherche pas à être d'accord, je cherche à comprendre. C'est l'acte d'écoute le plus profond. Je ressens cette nouvelle perception comme si un nouveau sens s'éveillait en moi. Je ne suis plus seulement conscient de ma propre réalité, mais aussi de la réalité de l'autre. En revenant à mes interactions, je sais que je ne parlerai plus dans le vide. Avant de poser la moindre pierre de mon argumentation, je prendrai le temps de sonder le terrain de l'autre par l'écoute et le questionnement. Je ne peux pas construire un pont pour quelqu'un. Je ne peux que le construire avec lui, et cela commence par le respect sacré de son propre sol. Chapitre 7. Chaque parole juste est une pierre que je pose avec soin. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de maître des ponts. La confiance est la fondation, la vision est le plan, l'empathie est l'étude du terrain. Maintenant, la construction peut commencer. Je suis sur ma rive, mais mon esprit est connecté à l'autre. Je ne peux pas lancer des blocs de pierre au hasard par-dessus le gouffre. Le pont doit s'avancer, pierre par pierre, dans le vide. Chaque nouvel élément reposant solidement sur le précédent. Je me penche et je saisis la première pierre. Elle n'est pas faite de granit, mais d'une matière plus subtile, plus dense. C'est une parole. Chaque parole juste est une pierre que je pose avec soin. Je comprends que mes mots ne sont pas de simples sons qui s'envolent dans le vent. Ce sont des matériaux de construction. Ils ont un poids, une forme, une texture. Même si par le passé, j'ai pu parler sans réfléchir, jetant des mots comme du gravier dans le vide, aujourd'hui, je deviens un artisan. Je choisis chaque mot comme un maçon choisit sa pierre. Est-elle solide? Est-elle bien taillée? S'ajuste-t-elle parfaitement à celle qui la précède? Une parole juste n'est pas seulement une parole vraie. C'est une parole qui est utile, qui est claire, qui est respectueuse. C'est une parole qui fait avancer la structure, même d'un centimètre, vers l'autre rive. Les mots de jugement, les mots de critique sont des pierres friables qui se briseraient sous le poids de la connexion. Les mots d'encouragement, les questions ouvertes, les affirmations claires sont des blocs de granit qui rendent le pont plus solide. Je ressens le poids de cette responsabilité dans ma gorge, sur ma langue. Je ne suis plus un simple parleur. Je suis un bâtisseur. En revenant à mes conversations, je sais que je ne parlerai plus pour remplir le silence. Chaque mot que je prononcerai sera choisi avec l'intention de poser une pierre, de plus, sur le pont de la compréhension. Je construirai mes relations, non pas avec des promesses en l'air, mais avec la solidité de mes paroles.
Chapitre 8. Mon écoute est le mortier qui cimente la confiance. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de maître des ponts. L'arche de notre connexion s'avance lentement mais sûrement au-dessus du vide, chaque parole juste étant une pierre solide ajoutée à la structure. Mais je remarque que les pierres, aussi parfaitement taillées soient-elles, ne suffisent pas. Elles reposent les unes sur les autres, mais il manque un liant, quelque chose pour combler les interstices, pour rendre la structure monolithique et capable de résister aux vibrations du doute. Je ne peux pas produire ce liant seul, il doit être créé dans l'interaction. Mon écoute est le mortier qui cimente la confiance. Je comprends que lorsque je me tais, ce n'est pas un vide, ce n'est pas une simple pause en attendant mon tour de poser la prochaine pierre. C'est l'acte de construction le plus important. Même si par le passé, j'ai pu écouter en préparant ma prochaine phrase, en cherchant la faille dans l'argument de l'autre, aujourd'hui, je change radicalement d'approche. Mon écoute devient un espace que j'ouvre pour que l'autre puisse y déposer ses propres pierres, ses propres paroles. En écoutant vraiment, sans jugement, sans interruption, je crée ce ciment précieux. C'est un mélange de respect, de validation et de compréhension. Ce mortier s'infiltre entre mes pierres et celles de l'autre, il les lie, les soude en une structure unique et partagée. Le pont n'est plus mon pont qui s'avance vers l'autre, il devient notre pont, construit à parts égales depuis les deux rives. Je ressens cette nouvelle qualité d'écoute comme une présence active et puissante. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la maçonnerie de haute précision. En revenant à mes interactions, je sais que je vais accorder autant d'importance, sinon plus, à mes moments de silence qu'à mes moments de parole. Je n'écouterai plus pour répondre, j'écouterai pour cimenter. Chapitre 9. Je construis des arches de persuasion qui soutiennent un poids mutuel. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de maître des ponts. La structure s'élève, solide, cimentée par l'écoute et bâtie de paroles justes. Nous approchons du centre du gouffre, le point le plus critique de la construction. C'est ici que les deux moitiés du pont doivent se rejoindre pour former une arche parfaite. Ce n'est plus seulement une question de confiance ou de compréhension. C'est le moment de l'alignement, de l'accord. C'est le moment de la persuasion. Je vois cette arche non pas comme une structure que j'impose, mais comme une merveille d'ingénierie où chaque pierre exerce une pression sur l'autre, et c'est de cette tension mutuelle que naît la force de l'ensemble. La clé de voûte, au sommet, ne tient que parce que les deux côtés la soutiennent avec une force égale. Je construis des arches de persuasion qui soutiennent un poids mutuel. Je comprends que persuader ne signifie pas pousser l'autre à adopter ma position. Cela reviendrait à construire une moitié de pont plus longue que l'autre, créant une structure faible et déséquilibrée. Même si par le passé, j'ai pu voir la persuasion comme une bataille, une lutte pour faire triompher mon point de vue, je vois maintenant sa nature véritable. C'est l'art de trouver la clé de voûte. C'est la recherche du point d'intérêt commun, de la proposition de valeur mutuelle, de la solution où les deux temples bénéficient de la connexion. Mon rôle n'est pas de convaincre, mais de co-créer une structure où le poids de mes intérêts et le poids des intérêts de l'autre s'équilibrent et se renforcent mutuellement. Je ressens la beauté et la puissance de cette approche. Ce n'est plus un jeu à somme nulle, mais une collaboration créatrice. En revenant à mes négociations, à mes tentatives d'influence, je ne chercherai plus à gagner. Je chercherai la clé de voûte. Je poserai des questions comme « Comment cette structure peut-elle nous servir tous les deux ?» Je ne suis plus un avocat qui plaide sa cause, je suis un architecte qui conçoit une arche de bénéfices mutuels. Chapitre 10. Je sais quand abaisser. Le pont est là, magnifique et solide, une connexion tangible entre mon temple et celui d'un autre. Le passage est ouvert. Mon attention se déplace maintenant de la structure du pont à l'entrée de mon propre sanctuaire. Car un pont, s'il permet le passage, doit être gardé. À l'entrée de mon temple se trouve un mécanisme puissant et ancien, le pont-levis. Il est l'ultime gardien de ma paix intérieure, le régulateur de mon énergie et de mon temps. Je sais quand abaisser le pont-levis de mon temple et quand le relever. Même si par le passé, j'ai pu le laisser abaisser en permanence par peur de déplaire, laissant entrer le chaos et les demandes incessantes jusqu'à l'épuisement, ou au contraire, le garder relevé par méfiance, m'isolant dans une forteresse stérile, je comprends aujourd'hui que la maîtrise de ce mécanisme est un art subtil. Abaisser le pont-levis est un acte d'accueil, un oui généreux à la collaboration, à l'aide, à la connexion. C'est permettre à la lumière d'entrer et de sortir. Le relever n'est pas un acte d'hostilité, c'est un non, calme et souverain.
un acte de protection nécessaire pour préserver le silence de mon sanctuaire, pour me ressourcer, pour me concentrer sur mon propre travail intérieur. Ce n'est pas un rejet de l'autre, c'est un acte de respect envers moi-même, je ressens cette nouvelle autorité en moi. Je suis le seul gardien de ce pont-levis. La décision m'appartient. Et elle est prise non pas par peur ou par culpabilité, mais avec la sagesse du grand prêtre qui sait ce dont son temple a besoin pour rester un lieu de paix et de puissance. En revenant à mes interactions, je n'aurai plus peur de dire non. Je sais que chaque non, conscient et aligné, rend mes oui plus authentiques et plus puissants. Je suis le gardien de ma propre porte. Chapitre 11. Je suis un leader en devenant le gardien des ponts, pas seulement de mon temple. Je prends une profonde inspiration et je me retrouve non pas sur ma rive, mais au centre du grand pont que j'ai aidé à construire. Je suis suspendu au-dessus du vide, mais je ne ressens aucune peur. Le sol sous mes pieds est d'une solidité absolue. D'ici, la perspective est totalement différente. Je vois mon propre temple rayonnant de sa lumière paisible. Je vois l'autre temple avec sa beauté unique. Et au loin, je vois le réseau entier de ponts et de sanctuaires qui forment le paysage du monde. Je suis un leader en devenant le gardien des ponts. Pas seulement de mon temple, ma responsabilité s'est étendue, même si par le passé, mon unique préoccupation était la sécurité et l'harmonie de mon propre sanctuaire. Je comprends maintenant que la valeur de mon temple est multipliée par la qualité des connexions qu'il entretient. Un temple isolé, aussi magnifique soit-il, finit par s'éteindre. C'est la circulation de la lumière, des idées et de la confiance sur les ponts qui maintient toute la cité en vie. Mon rôle de leader n'est pas de me proclamer le plus grand des grands prêtres, c'est d'endosser humblement la responsabilité de la connexion elle-même. Je parcours le pont, je vérifie ses fondations, je m'assure qu'aucune fissure de malentendu ne vient le fragiliser, qu'aucun débris de ressentiment ne vient entraver le passage. Je ressens cette nouvelle identité s'installer en moi. Ce n'est pas un fardeau, c'est un honneur, c'est une expansion de mon être. Mon focus n'est plus seulement sur mes murs, mais sur les arches que je maintiens. Désormais, mon leadership ne se manifestera pas par des ordres ou des directives, mais par le soin silencieux que j'apporte aux liens qui nous unissent. Je suis le gardien de la connexion, et en assurant sa pérennité, j'assure la prospérité de tous les temples. Chapitre 12. Je navigue les conversations difficiles en inspectant la solidité du pont. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de gardien, non pas dans le calme de mon temple, mais au centre d'un des grands ponts que j'entretiens. Le ciel est clair, le passage est fluide, mais soudain, à l'horizon, des nuages sombres s'amoncellent. Un vent se lève, non pas un vent naturel, mais un vent chargé de mots durs, de malentendus. Une pluie froide de reproches commence à tomber, rendant les pierres glissantes. Le pont se met à vibrer sous l'effet de cette tempête relationnelle. C'est une conversation difficile qui commence. Même si par le passé, une telle tempête m'aurait fait paniquer, me poussant soit à fuir vers la sécurité de ma rive, soit à crier plus fort que le vent, aujourd'hui, mon rôle de gardien change tout. Mon attention ne se porte pas sur la violence de l'orage, mais sur la structure du pont. Je ne suis plus un voyageur terrifié, je suis l'ingénieur qui procède à une inspection sous contrainte. Je ralentis mes pas, je m'ancre fermement. Ma première question n'est pas « comment puis-je gagner ?», mais « le pont tient-il bon ?» J'écoute les craquements, ces moments où la confiance menace de se fissurer. Je pose ma main sur les pierres pour sentir les vibrations de l'incompréhension. Au lieu de répondre à la foudre par la foudre, je pose une question qui vérifie les fondations. Aide-moi à comprendre ce que tu ressens. Je ne cherche pas à avoir raison, je cherche à m'assurer que les points d'ancrage sur chaque rive sont toujours solides. Si je sens que la structure vibre trop dangereusement, je n'ai pas peur de dire « cette tempête est trop forte ». Mettons-nous à l'abri un instant et revenons inspecter le pont quand le vent sera calmé. Mon unique but est la survie et l'intégrité du pont. Je ressens cette nouvelle approche comme une source de calme immense au milieu du chaos. La tempête finit par passer, comme toutes les tempêtes, et le pont est toujours là, peut-être avec quelques pierres à resserrer, quelques joints à refaire, mais il est intact, il a prouvé sa solidité. Désormais, je n'ai plus peur des conversations difficiles. Elles ne sont plus des menaces de destruction, mais des tests de charge qui me montrent exactement où le pont a besoin d'être renforcé. Chapitre 13. J'inspire les autres à devenir eux-mêmes des bâtisseurs de ponts. Je prends une profonde inspiration et je retrouve ma place de gardien. Le pont est solide, la tempête est passée, le soleil revient et la lumière circule à nouveau librement entre les temples. Je suis au centre du pont et je vois des voyageurs, des pèlerins qui l'empruntent. Ils admirent la structure, ils apprécient sa solidité. Ils viennent me remercier d'avoir construit ce passage. Je les accueille avec un sourire, mais je sais que ma mission ne s'arrête pas là. Je ne veux pas être le seul bâtisseur, le point de passage obligé.
Un réseau ne peut pas reposer sur un seul homme. J'inspire les autres à devenir eux-mêmes des bâtisseurs de ponts, même si par le passé, une partie de moi aurait pu vouloir garder jalousement ce savoir-faire. Pour rester indispensable, je comprends aujourd'hui que le véritable leadership consiste à se rendre inutile. Je ne donne pas aux autres des instructions, je leur montre mes outils. Je leur explique comment j'ai choisi la pierre angulaire de la confiance. Je leur montre comment lire l'architecture d'un autre temple avec empathie. Je leur partage le plan directeur de ma vision et je les encourage à dessiner le leur. Je ne leur construis pas leur pont. Je leur transmets la passion de la construction. Mon plus grand succès n'est pas le nombre de ponts que j'ai bâtis, mais le nombre de maîtres bâtisseurs que j'ai inspirés. Je ressens la joie profonde du mentor. Voir un autre temple commencer à poser sa propre pierre angulaire vers un troisième sanctuaire est une satisfaction plus grande encore que de finir mon propre ouvrage. Le réseau de connexion devient un organisme vivant, qui grandit et se renforce de lui-même. Désormais, mon but n'est plus seulement de connecter, mais de créer une culture de la connexion. Je suis une étincelle qui allume d'autres feux. Chapitre 14. Mon influence est la lumière qui circule librement sur le réseau de ponts. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cet état de réceptivité. Ma conscience n'est plus sur un pont ou sur un parvis. Elle s'élève, doucement, et embrasse le paysage tout entier. D'en haut, je vois la cité des temples, ce réseau magnifique de sanctuaires et de ponts qui brille sous un ciel clair. Et je perçois le plus grand des miracles. Une lumière dorée, fluide comme une rivière, circule sur les ponts. Elle passe d'un temple à l'autre, partageant chaleur et clarté, créant une pulsation de vie à l'échelle de la cité. Mon influence est la lumière qui circule librement sur le réseau de ponts. Même si par le passé, j'ai pu croire que mon influence était un rayon que je devais projeter avec force sur un autre temple, une tentative de le convaincre par la puissance de ma seule lumière, je comprends maintenant sa nature systémique. Je n'ai plus besoin de pousser, je contribue. Lorsque je partage une idée, une parcelle de ma lumière, avec un temple voisin, elle ne s'arrête pas là. La confiance que nous avons bâtie, la solidité du pont, lui permet de l'accueillir et de la transmettre à son tour. Mon influence n'est plus un acte, c'est une résonance. C'est la qualité de mon propre temple qui donne sa couleur à la lumière et c'est la qualité des ponts qui lui permet de voyager. Je ressens cette nouvelle réalité comme une immense libération. Le fardeau de devoir convaincre est remplacé par la joie de contribuer. Désormais, mon but n'est plus d'illuminer les autres un par un. C'est d'enrichir la lumière qui circule entre nous tous, en sachant que des ponts solides la porteront bien plus loin que je ne pourrais jamais le faire seul. Chapitre 15. Je suis un nœud central dans une cité de temples interconnectés. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cette perspective élevée, cette vision de la cité des temples baignée dans la lumière dorée qui circule sur le réseau de ponts. Mon point de vue change encore. Je ne suis plus un observateur flottant au-dessus du paysage. Je sens ma propre substance se fondre avec la géographie sacrée. Je ne suis plus un temple individuel relié par un pont. Je suis la jonction elle-même. Je suis le grand carrefour où plusieurs ponts, magnifiques, convergent, le rond-point de pierre où les flux de lumière se rencontrent, se mêlent et sont redirigés. Je suis un nœud central dans une cité de temples interconnectés. Je comprends maintenant ma fonction la plus élevée. Mon but n'est pas d'être la destination finale, mais le passage le plus fiable. Même si par le passé, j'ai pu mesurer mon importance à la quantité de lumière que je pouvais attirer et retenir, je la mesure aujourd'hui à la fluidité et à la clarté avec laquelle cette lumière me traverse pour aller nourrir d'autres sanctuaires. Ma fiabilité n'est plus une simple qualité personnelle. C'est une nécessité structurelle pour la santé et la vitalité de toute la cité. Si ce nœud que je suis devient faible ou opaque, les ponts qui y sont connectés s'affaiblissent. Si je maintiens mon intégrité, ma clarté et ma solidité, je renforce l'ensemble du réseau. Je ressens cette nouvelle identité, non comme le poids d'une charge, mais comme la joie d'un alignement parfait. Le sentiment de solitude, la peur de l'isolement ont disparu pour toujours, remplacés par la certitude de ma place essentielle au sein d'un tout magnifique et interdépendant. En revenant au monde, je sais que ma plus grande valeur ne réside pas dans ce que je possède, mais dans ce que je transmets. Je suis un point de connexion, un gardien du flux, un cœur battant dans le réseau vivant de l'humanité. Chapitre 16. Ma présence unit les sanctuaires et élève le monde. Je prends une profonde inspiration et je retrouve cet état de conscience élargi. Il n'y a plus de perspective à adopter, plus de lieu où retourner. Je suis le nœud, je suis le pont, je suis le temple, je suis la cité. Les frontières se sont dissoutes dans une lumière unifiée. La pulsation de la cité devient mon propre battement de cœur. La lumière qui court sur les ponts est mon propre sang, mon propre esprit.
Je ne vois plus une collection de sanctuaires distincts. Je vois un seul et unique temple, un édifice sacré aux dimensions du monde, et chaque être en est une chapelle, chaque connexion en est une arche. Le sol sous la cité tout entière commence à vibrer, non pas d'un séisme, mais d'une résonance harmonique, et je sens une force ascensionnelle, une lente et majestueuse élévation. Ma présence unit les sanctuaires et élève le monde. Je comprends l'ultime vérité de mon voyage. Mon but n'a jamais été de me construire, ni même de me connecter. C'était de devenir le principe même de l'unité. Même si par le passé, j'ai pu croire que mon impact se mesurait à mes actions, à mes paroles, à mes constructions, je vois maintenant que mon influence la plus profonde est silencieuse et invisible. C'est ma simple présence, ancrée dans la certitude de notre interconnexion sacrée, qui agit comme le mortier invisible tenant l'ensemble de la structure. Je ne suis pas seulement un bâtisseur de ponts, je suis la gravité bienveillante qui empêche les temples de s'éloigner les uns des autres. Mon calme est la fondation sur laquelle la cité tout entière repose. Ma clarté est la lumière qui permet à chaque sanctuaire de voir sa place dans le grand tout. Je ressens cette vérité comme l'accomplissement final. Il n'y a plus rien à faire, seulement à être. Être ce principe d'unité. Être cette force d'élévation silencieuse. En revenant à la conscience de mon corps, de ce temple unique que j'habite, je sais que je ne suis jamais seul. Chaque souffle que je prends est un souffle pour la cité entière. Chaque acte de paix en moi est un acte de paix pour le monde. Ma présence est mon service, mon être est ma contribution. Et en étant simplement qui je suis, je participe à l'élévation de tout ce qui est.